Conakry, le 17 septembre 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition de Voici le sommaire. L'introduction de la langue anglaise dès l'ouverture des classes, une initiative présidentielle vivement appréciée par les acteurs du système éducatif. 48 écoles pilotes sont retenues. Le Premier ministre chef du gouvernement a lancé le projet ce mardi. L'identification biométrique des populations est un outil qui aide les autorités à prendre des meilleures décisions. La plateforme Wouri, Guinée, permettra une intégration régionale réussie. Au sommaire encore, le groupement des forces spéciales lance son baptême de feu à Conakry à travers une manœuvre dénommée l'enfer sur terre. Cette unité d'élite est mise en œuvre pour faire face à toute menace éventuelle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Lancement du processus de formation en langue anglaise. Le ministère de l'Éducation nationale envisage l'introduction de l'anglais dès l'élémentaire, dès l'ouverture donc des classes. 48 écoles pilotes seront retenues. Cette initiative présidentielle est vivement appréciée par les acteurs du système éducatif. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé la cérémonie. Ousmane Bangoura, reportage. Pour la qualification du système éducatif guinéen, le gouvernement envisage l'introduction dans le cursus scolaire dès la rentrée prochaine des classes au niveau de l'élémentaire. Ici, à l'école primaire des Dabadens de Donka, le Premier ministre lance le processus de formation en langue anglaise. Pour cette phase expérimentale, l'introduction de l'anglais à l'élémentaire va toucher 48 écoles pilotes à travers le pays. Et chaque région administrative, 6 écoles seront retenues. Jolly Phonics est la méthode à enseigner aux enfants. La question de l'apprentissage de la langue anglaise étant donnée aujourd'hui une préoccupation internationale, c'est en vérité une grande satisfaction pour moi que cette cérémonie de lancement se fasse à Conakry. La langue anglaise, nous en sommes convaincus, revêt une importance capitale à la fois pour les enfants, les encadreurs, les enseignants et les écoles bénéficiaires. Ce projet est une initiative présidentielle qui vise à renforcer l'enseignement de l'anglais à partir de l'élémentaire. La formation des formateurs est la première étape de ce projet. I've been involved with Jolly Phonics for the past 5 years. Et donc ça fait 5 ans que j'ai commencé à former à la méthode Jolly Phonics. Et j'ai fait la formation des enseignants au Nigeria avec l'introduction de Jolly Phonics. Et donc les enfants maintenant commencent à lire plus tôt et rapidement. I've done this in Sierra Leone and so I thought I wanted to do something about it to help them. C'était de trouver une méthode pour amener les enfants à lire rapidement. Et donc j'ai trouvé cette méthode appelée Jolly Phonics. En tant que chercheur, mon rôle était de savoir si cette méthode est utile, efficace ou pas. Et donc il est bon d'apprendre les enfants très tôt. Pour le chef du gouvernement, ce processus de formation est une innovation du gouvernement guinéen en vue de permettre aux enfants d'être bilingues. Cette méthode que nous allons introduire dans le système et qui va commencer par la formation des formateurs va permettre à la Guinée de se rattraper rapidement. Il n'est pas besoin de souligner. Dans ce monde contemporain, le rôle et l'importance de la langue anglaise. C'est la langue la plus parlée, c'est la langue du savoir scientifique et c'est la langue du business. Ne pas parler cette langue, c'est un handicap. C'est un handicap majeur. Le président de la République souhaite, dans les 15 années à venir, faire des écoliers guinéens des bilingues parlés. Le département en charge de l'éducation nationale est engagé à soutenir cette initiative présidentielle. Une initiative qui va bientôt couvrir tout le pays, ce pour le bonheur des enfants de la République de Guinée. Dans le même registre, le concours de recrutement à la faculté des sciences et techniques de la santé sera lancé avant la fin de ce mois. Plus de 200 places sont prévues. Mais quels vont être les critères de sélection et les nouveaux programmes de cette faculté? Les explications de Francis Colli. L'ex-faculté de médecine, pharmacie ou odontostomatologie n'a pas reçu de nouveaux étudiants depuis 3 ans.
Elle ouvre ses portes sous l'appellation de Faculté des sciences et techniques de la santé avec cette fois de nouveaux programmes de formation. Pour être en phase avec la réalité du moment, la faculté a donc changé de nom et est devenue la Faculté des sciences et techniques de la santé, qui s'occupe désormais, en plus des formations classiques que faisait l'ancienne faculté, c'est-à-dire la formation de médecins, de pharmaciens, de chirurgiens dentistes, qui va s'occuper désormais de la formation des infirmiers, des sages-femmes, mais aussi d'autres paramédicaux. Il ne faudrait pas que les gens considèrent qu'être infirmier, sage-femme ou autres paramédicaux, ce sont des professions qui sont inférieures par rapport aux autres professions telles que les médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes. Alors, donc, les ramenant au niveau universitaire leur permet d'avoir des licences, comme celui-là qui fera droit, qui fera économie. Le concours de recrutement va être lancé avant fin septembre 2019. À l'issue de ce concours, 265 nouveaux étudiants seront reçus et repartis entre la médecine, la pharmacie, l'odontologie, les sciences infirmières obstétricales et paramédicales. Pour cette réouverture, seuls les bacheliers de profil sciences expérimentales et mathématiques ayant la mention bien seront reçus par voie de concours. Les critères de recrutement sont basés sur un certain nombre de principes qui figurent dans l'arrêté de création de la Faculté des sciences et techniques de la santé, qui sont entre autres, premièrement, l'instauration d'un numerus clausus, c'est-à-dire un nombre fixe limité, arrêté, pour qu'on ait accès. Les épreuves qui ont été retenues, c'est les mathématiques, la chimie, la physique et le français, donc 4 matières. Et je précise également que c'est un concours qui sera fait dans les règles de l'art. Les copies seront corrigées le même jour et le lendemain au plus tard, les résultats seront diffusés. Donc on ne donnera aucune chance à la magouille. Le souci du département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour la Faculté des sciences et techniques de la santé est d'allier la qualité de la formation aux besoins de personnel de santé. Dans l'actualité encore, le Conseil économique et social a ouvert sa session ordinaire ce matin à Conakry pendant 60 jours. Les conseillers vont plancher sur plusieurs questions d'intérêt public, notamment l'infrastructure, la décentralisation et l'aménagement du territoire. Yaya Silla. Cette deuxième session ordinaire du Conseil économique et social s'ouvre dans un contexte socio-économique marqué par l'exécution du programme de développement économique et social, le PNDES. L'institution consultative inscrit sa démarche dans cette continuité de ce programme prioritaire en Guinée. Au cours de cette session, le Conseil économique et social va réfléchir sur plusieurs thématiques, dont entre autres promotion des actions de développement économique en Guinée avec une dynamique de préservation des réserves foncières nationales, communautaires et privées dans une logique de développement durable, d'adaptation au changement climatique en Basse-Guinée. L'examen de ces thèmes cadre parfaitement avec le contexte mondial marqué par le développement durable, avec le réchauffement de la Terre et ses conséquences dramatiques sur la vie humaine. Aussi, vos recommandations attendues par tous les destinataires seront d'un apport appréciable dans la conduite de la politique nationale de développement économique et social de M. le Président de la République. Cette présente session se tient aussi au lendemain de l'adresse à la nation du chef de l'État qui appelle à une consultation nationale en vue de répondre aux préoccupations du moment. Ces assises interviennent aussi à quelques jours de l'ouverture de l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des pays membres de la francophonie prévue à Conakry. Cette importante rencontre internationale de l'UCESIF, qui comprend 23 pays membres, sera l'occasion de faire le bilan de la présidence roumaine. Elle consacrera aussi l'élection du Conseil économique et social de Guinée à la présidence de cette institution pour la mandature 2019-2021. Comme toutes les mandatures, celle du Conseil économique et social aura un thème central intitulé « La diversité culturelle dans l'espace francophone au service du développement durable des pays membres de l'UCESIF ».
Ainsi, pendant 60 jours, les 45 conseillers et cadres d'appui de l'institution vont échanger sur l'ensemble des questions au programme de cette session ordinaire. Le système d'identification biométrique des populations guinéennes. La question vient de redire à Conakry, expert de la Banque mondiale, cadre des départements concernés et responsable du projet Wouri. Ce programme s'inscrit dans les objectifs du PNDES. Le point avec Mounir Bari et Younous Atawel Kamara. C'est un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 50 millions de dollars américains. Ce programme de recensement biométrique des populations cadre avec les préoccupations des autorités guinéennes, telles que définies dans le premier pilier du PNDS. Un volet qui traite de la promotion de la bonne gouvernance et du développement durable. C'est simplement donner au gouvernement un outil d'aide à la décision, un outil de planification. Parce que lorsqu'on veut définir les politiques publiques, il est important d'avoir des informations sur sa population. Et par conséquent, Wouri va aider le gouvernement à mieux définir ses politiques publiques, mais également Wouri va permettre de rendre visibles les invisibles. Mais pour avoir ça, pour avoir le cadre, pour bien assurer ça, il faut avoir les aspects juridiques et institutionnels autour de ça, pour assurer que tout avance bien, pour gérer les plaintes, pour gérer la gestion de données, etc., entre toutes les agences et autorités, et aussi pour assurer que les données, surtout à caractère personnel, appartiennent toujours aux particuliers et que c'est l'État qui sera là comme gérant, comme garanteur de ces données-là. Ce programme d'inclusion et d'identification régionale dont la Guinée et la Côte d'Ivoire sont les premiers pays pilotes va toucher le reste de la sous-région. L'objectif est de faciliter l'accès aux services sociaux de base. Un projet d'inclusion qui cadre avec la volonté politique des autorités de la Troisième République dans la bataille pour l'élimination de la pauvreté. Quand il y a un crime dans quelque part, vous venez vous sécuriser le lieu. Vous commencez à procéder le prélèvement des empreintes et les signes. Alors ces empreintes-là, comment peut-on les utiliser? Vous voyez la base de données biométrique qu'on veut mettre en place, quelle importance la sécurité a avec ça. Les effets bénéfiques de ce projet vont à toutes les couches. En premier lieu au gouvernement, parce que ça lui permet de savoir où sont les Guinéens pour pouvoir diriger de façon efficace et efficiente les efforts de développement, les efforts de la politique publique, d'infrastructure, de services publics vers les Guinéens là où ils sont. Comment planifier le nombre d'écoles dans une communauté lorsqu'on ne sait pas exactement combien de personnes, de quelle tranche d'âge y vivent. Le projet Wouri vise à mettre en place un système d'identification unique en tant que levier de développement socio-économique dans l'espace CEDEAO. Il implique en son sein plusieurs institutions. Il s'agit par exemple de la CENI dans le processus électoral, le ministère de la Sécurité dans la délivrance des documents administratifs et le ministère de la Fonction publique pour le fichier des fonctionnaires. Parlons à présent de ce programme présidentiel d'appui aux femmes. Il s'agit des MUFA. L'objectif est de favoriser l'autonomisation des femmes à travers une solidarité féminine et des prêts de crédit au taux relativement faible. Notre reporter Tierno Ousmane Diallo s'intéresse aux MUFA installés à Bambeto. Regardez. À quelques mètres du rond-point de Bambeto, la MUFA qui porte le nom du quartier. Opérationnelle depuis janvier 2019, elle entre progressivement dans le développement des activités des femmes de cette partie de la banlieue, à l'image de Bintaba, une couturière qui a décidé de prendre son destin en main avec l'appui de la MUFA de Bambeto. Il y a quelques mois, elle a obtenu un premier prêt pour mener ses activités. Grâce à la MUFA, j'ai acheté un congélateur pour la vente de l'eau fraîche et une machine à coudre. J'invite les femmes à s'intéresser à la MUFA de Bambeto pour accompagner leurs projets. 1200 femmes sont inscrites dans les registres de la MUFA de Bambeto. De la couturière à la commerçante en passant par la simple vendeuse de feuilles de salade dans le marché. À Bambeto, la MUFA fait du chemin et impacte la vie des mutualistes avec des crédits au taux d'intérêt relativement bas
de l'ordre de 1,5%. Depuis que j'ai adhéré, Dieu merci, j'épargne et je prends des crédits que je rembourse ensuite. C'est une belle opportunité pour les femmes qui veulent travailler. 6 employés, uniquement des femmes, composent le personnel de la MUFA de Bambeto. Encadrés par un conseil d'administration et des organes de gestion, leur mission est orientée exclusivement au service de la couche féminine. On a une ligne de crédit d'1 milliard, mais pour le moment, on n'a pu donner que 500 millions. Les MUFA font partie d'un programme présidentiel pour l'autonomisation des femmes. Lancé en 2015, elles sont aujourd'hui présentes dans la plupart des localités du pays. Le système des Nations Unies appuie 17 foyers coraniques de la capitale et de l'intérieur du pays avec la remise des kits de dignité et des paquets. Ce geste vient soutenir le projet de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme dans les zones à risque en Guinée. Le secrétariat général de la Ligue islamique exprime sa gratitude aux donateurs Abraham, Christophe Conté, Aboubakar Yabi. C'est une rencontre qui réunit les membres du secrétariat général des affaires religieuses, responsables des foyers coraniques et le système des Nations Unies. Elle précède la cérémonie de remise officielle de kits de dignité et des paquets intégrés aux foyers coraniques. Ce présent don vise à doter les foyers en matériel afin de poursuivre l'enseignement de l'islam et renforcer leur participation aux efforts de lutte contre toute forme d'extrémisme violent. Pensez à cette couche qui constitue les leaders religieux de demain. Pensez à eux. Vraiment, ça c'est beaucoup. Nous, au nom du secrétariat général des affaires religieuses, nous félicitons et nous remercions au nom du gouvernement les systèmes des Nations Unies, l'UNFPA. C'était déjà conçu, on avait ciblé cette fois-ci au niveau de Conakry 2 centres de mémorisation du Saint-Coran, un à Ratoma et l'autre à Matoto. Les 15 autres, c'est à l'intérieur du pays. Ça, c'est un commencement. Nous demandons à Madame la représentante de l'UNFPA de continuer dans ce volet. Ces équipements destinés aux 17 foyers coraniques de la capitale sont financés dans le cadre du Fonds de consolidation de la paix qui est mis en œuvre par 3 agences du système des Nations Unies, l'UNFPA, OIM et l'UNESCO. Il y a des kits de dignité qui sont ciblés pour les femmes et pour les filles qui sont dans les foyers. Et ça couvre l'hygiène et la bonne santé. Il y a également des lits, il y a du riz, il y a les matelas, les couvertures et tout pour que les apprenants ils sont à l'aise pour l'enseignement et pour leur vie quotidienne. Il y a également des copies de Coran. Avec le projet actuel, ça arrive vers un terme, mais on est en train de regarder comment constituer un nouveau projet pour répondre aux besoins additionnels qui viennent d'être exprimés. C'est la première fois que nous recevons ce geste favorable à nos centres. Donc je les remercie beaucoup, ça me va droit au cœur. L'amélioration des conditions de vie des apprenants des foyers coraniques est une des priorités du système des Nations Unies. La mise en œuvre de ce projet devrait contribuer à la réglementation des foyers coraniques et les lieux de culte musulmans en vue d'améliorer la compréhension des principes islamiques à tous les niveaux. Renforcer les capacités des élus locaux des communes de Kalom et Dixine en résolution des conflits et de prévention de la délinquance. C'est la toile de fond d'une formation qui se tient ici à Conakry. Cette formation regroupe donc 33 chefs de quartier. Voici le reportage de Makeme Donzo. Dans les quartiers, les problèmes liés aux conflits familiaux, domaniaux, aux cas de viol, de vol ou des faits de délinquance sont fréquents. La plupart des cas sont traduits dans les commissariats. Dans la dynamique de mise en œuvre de la réforme de la police, les agents de police tendent la main aux chefs de quartier, avec lesquels la collaboration doit être désormais plus étroite. Ces derniers sont invités à connaître les textes qui régissent leurs relations avec la police et les techniques de prévention des conflits. C'est pourquoi les 33 chefs de quartier des communes de Kaloum et Dixine se concertent pour cerner les tests liés à la réforme
et à leur rôle dans la consolidation de la paix. Parce que nous avons constaté qu'au niveau des quartiers, les chefs de quartier sont beaucoup plus sollicités par la population pour répondre aux questions de sécurité ou encore aux problèmes de voisinage. Nous venons en appui à ces chefs de quartier pour leur permettre de répondre aux attentes de la population en matière sécuritaire. Donc c'est en quelque sorte la prévention qu'il faut. Il faut anticiper et venir à la rencontre de ces habitants de quartier et leur prodiguer des conseils sur les bons comportements à tenir pour éviter de tomber ici dans la délinquance. L'implication de la police dans la résolution des problèmes de proximité se fait en collaboration avec les chefs de quartier. La synergie a permis aux administrateurs locaux de faciliter l'exécution des missions de sensibilisation et de prévention pour endiguer certains fléaux sociaux. Pour résoudre un problème de délinquance ou de vente de drogue ou de trafic néfaste, il faut utiliser les répondants. Et les répondants, c'est les chefs de quartier. Ils sont directement avec la population à la base. Cette formation va permettre aux chefs de quartier aussi d'être en contact direct avec les agents de la sécurité, les polices. Parce que le problème en Guinée, il n'y avait pas ce rapprochement entre le corps civil et le corps habillé. Chacun se retenait de venir vers l'autre. Avec ces formations, ils sont tous ensemble depuis 2015 et il y a eu beaucoup de formations dans ce cadre. Et nous pensons qu'à l'issue de ça, beaucoup de choses vont changer dans nos deux communes, Kaloum et Dixine. Depuis 2015, l'État américain finance ce projet partenaire pour la sécurité en Guinée à travers Partners Global. L'ambition est d'amener les chefs de quartier à résoudre les conflits tout en protégeant les droits des femmes et jeunes afin qu'ils mutualisent les efforts de leurs services pour lutter contre la délinquance et la criminalité dans les quartiers. Attention, la Guinée a désormais un groupe de forces spéciales et une unité d'élite mise en place par l'état-major général des forces armées guinéennes afin de faire face à toute menace éventuelle. Cette force spéciale vient de célébrer son baptême de feu à travers une manœuvre dénommée l'enfer sur terre. C'était en présence des autorités militaires. Voici le reportage signé du lieutenant Fodé Aboubakar Kamara, correspondant de la presse militaire. La montée en puissance du groupement des forces spéciales vient insuffler une nouvelle dynamique au sein des forces armées guinéennes. Cette unité d'élite a célébré son baptême de feu aux écoles militaires de Mania à travers une manœuvre synthèse dénommée l'enfer sur terre. Ces hommes ont atteint un niveau de professionnalisme très élevé. Ils pourront faire face à toute menace éventuelle liée aux prises d'otages, opérer derrière les lignes ennemies et se montrer à la hauteur de l'outil stratégique qui est le groupement de forces spéciales. C'est la coopération entre les partenaires avec les corps diplomatiques. Nous sommes les partenaires contre les menaces. Et merci pour cet événement. Merci pour la coopération pour améliorer la situation ici au Mont. Au terme de 3 mois de formation intense avec les experts américains spécialistes des combats urbains, ces combattants du 21e siècle reçoivent leur diplôme. L'organisme préparatoire et emploi des forces s'en réjouit. Aujourd'hui, nous concluons une manœuvre menée avec les formateurs américains ici présents. L'état-major général se réjouit de la conduite de cette formation et par ma voix, je voudrais remercier nos partenaires, les formateurs, les instructeurs qui se sont déployés jour et nuit pour doter de nos forces spéciales des qualités requises en matière d'opérations spéciales. La formation et la qualification du personnel militaire constituent les axes d'effort de l'état-major général des armées. Il compte mettre en place une armée disciplinée, bien entraînée et bien équipée. Manœuvre, enfer sur terre, un reportage du lieutenant Fodé Aboubakar Bangoura. Le centre médical communal de Koléa, récompensé pour ses services de qualité par une nouvelle étoile d'or. Cette distinction s'ajoute à la première obtenue en 2012. Au-delà de cette récompense, des équipements médicaux ont été mis à la disposition du centre pour davantage améliorer sa prestation. Reportage Tcherno Maroufba Aboubakar Junior Kamara. Au centre médical communal de Koléa, une centaine de patients est reçue par jour. Cette fréquentation est le résultat de la qualité des services.
Le personnel de ce centre est à majorité féminine. La mission prioritaire du centre est de réduire considérablement la mortalité maternelle et néonatale. En 2012, après une évaluation, le centre avait obtenu une étoile d'or, symbole de reconnaissance en faveur de la qualité des services. Pendant 7 ans, le centre a tenu le cap. Il fonctionne normalement comme tous les autres services. Il y a un service d'accueil. Quand les malades viennent, ils sont accueillis au niveau du BE, au bureau des entrées. C'est là-bas on les reçoit, on demande le malade si vraiment il veut aller. Si c'est un enfant, on l'oriente en médecine, à la pédiatrie. Si c'est un adulte, à partir de 17 ans, on envoie en médecine. Si c'est une femme, c'est à la maternité. Si c'est pour la vaccination, il y a un service de PEV ici. Si c'est la nutrition, tous les services sont représentés quand même, sauf le bloc opératoire qu'on n'en a pas. Inscrit dans la dynamique d'une bonne prestation de services, le centre médical communal de Koléa vient d'être à nouveau récompensé par une seconde étoile d'or. Cette deuxième fait suite à plusieurs évaluations réalisées par le projet Haute Qualité de Services pour le Développement. Pour avoir la deuxième étoile, il faut avoir, au lieu de 80% en SONU, il faut pousser jusqu'à 85%. Et en PF, au lieu de 85, il faut aller jusqu'à 90% des standards réalisés. Et pour la PCI de 75, il faut amener à 85% des standards qui seront réalisés. Et pour avoir au moins une performance globale de 86 ou 87%. Et en plus de l'amélioration de la performance pour ces domaines, que les indicateurs de service aussi soient améliorés. C'est un exemple pour le pays, c'est un exemple pour les autres hôpitaux. Donc nous demandons à tous les hôpitaux, à tous les centres de santé qui sont dans le processus SBMR de suivre le chemin et le bon chemin pour fournir des qualités de prestations à la population afin de bénéficier eux aussi d'une étoile, d'une première, d'une deuxième et d'une énième étoile. Dans tout le pays, 9 centres de santé sont actuellement détenteurs de 2 étoiles d'or. Ces centres de santé ont amélioré progressivement leur performance en s'investissant dans les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, les planifications familiales et le contrôle de l'infection. Et puis en plus bref, à Conakry, au siège du RPG Arc-en-Ciel, le mouvement des femmes de la Guinée forestière pour le développement dit oui au projet de nouvelle constitution. Cette volonté a été exprimée devant les membres du bureau politique national du parti au pouvoir. Nous y reviendrons. Sport Foot, le Sidi national a désormais nouvel entraîneur. Son nom, Didier Six, nationalité française, âgé de 65 ans. L'homme est à son 3e passage sur le continent africain après le Togo et l'île Maurice. Il attend la confirmation de la Fédération guinéenne de football avant de s'engager pour un contrat de 3 ans. Abdul Aziz Badi revient sur le parcours du nouvel entraîneur du Sidi national. À 65 ans, il prend les destinées de l'équipe nationale. Didier Six a été choisi parmi les 87 postulants pour le poste de nouvel entraîneur en Guinée. Plus de 2 mois après la débâcle du Sidi national en Égypte, ce technicien français reprend une équipe en quête de renouveau. Ancien tricolore avec 52 sélections, Didier Six devient aujourd'hui le 9e entraîneur français à prendre les commandes des Sidi seniors. Ses références comme entraîneur en Afrique sont très infimes. Après un bref passage aux îles Maurice en 2015, Didier Six avait entraîné auparavant le Togo de Mané Adebayor. 2 ans après, il démissionne à la tête des éperviers. Bilan, 6 victoires, 4 nuls et 7 défaites. Après 5 ans au chômage, Didier Six tentera d'écrire une nouvelle page dans le football guinéen. Dans les jours à venir, ce technicien français va paraffer un contrat de 3 ans pour un salaire mensuel de 30 000 $. Au dire des sportifs, il doit être secondé par un entraîneur local. Ce tandem aura pour mission principale de qualifier la Guinée pour la CAN 2021 au Cameroun et au Mondial Qatar 2022. Tout un exploit. Voilà Aziz, merci pour ce reportage. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.